Les médias perdent leur cible partout dans le monde. Le journaliste doit pouvoir comprendre la source de cette crise s'il espère avoir une chance de l'endiguer. En cette commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous évoquons avec nos invités la liberté de la presse en mettant un accent important sur les droits et les devoirs du journaliste. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24. Nous avons des invités. Il s'agit de M. Abel Mimongo, conseiller membre à la Haute Autorité de la Communication. Bienvenue à vous. Merci. Il y a également à ma droite M. Guy-Pierre Biteguet, président de l'Organisation patronale des médias. Et puis, juste à vos côtés, Harold Leka, directeur de publication de Gabon Media Times. On parle d'un organe de presse en ligne. Messieurs, bienvenue à vous également dans ce studio de Gabon 24. Avec vous, on parle de cette question liée à la liberté de la presse. On sait qu'il s'agit aujourd'hui de la commémoration justement de ce droit, de ces droits des journalistes, mais également de leurs devoirs. Peut-on ensemble définir quels sont les droits et les devoirs des journalistes? En me retournant directement vers vous, Monsieur Guy-Pierre Biteguet, quelle est la définition que l'on pourrait donner d'entre deux jeux à celle-ci? Sujet vaste, mais qu'on peut ramener à deux mots simples. Droit et devoir de journaliste, respect de l'éthique et de la déontologie du journaliste. D'accord. Monsieur Abel Mimongo, vous êtes conseiller, membre à la Haute Autorité de la Communication en République gabonaise. Peut-être une autre définition, vue sous un autre angle, peut-être sous le regard, bien sûr, de la HAC, si je pourrais me permettre de vous titiller de la sorte. Non, je ne pense pas qu'il faille voir la chose autrement que la définition donnée par Guy-Pierre Biteguet. Sauf qu'il faut envisager cette question sous l'angle juridique, à la fois juridique, puisque, et à la fois la liberté d'exercer le métier de journaliste, que la liberté, que les droits des journalistes, tout est encadré dans un contexte purement juridique. Donc, pour cela, lorsqu'on respecte les droits, on respecte également cette liberté. Harold Leka, on parle de droit. Vous, on sait également qu'en tant que journaliste, vous avez une forte expérience dans le domaine du droit. Quelle appréciation faites-vous justement de cette définition? Alors, ce que moi je dirais d'abord, c'est qu'en République gabonaise, un certain nombre de textes à valeur constitutionnelle consacrent la liberté de la presse. Oui. Mais cette liberté qui est constitutionnellement et légalement consacrée est aussi encadrée. Donc, la liberté de la presse est bel et bien reconnue dans le corpus juridique gabonais, mais son exercice est encadré par des textes, notamment le Code de la communication et l'ordonnance qui crée l'organe de régulation, la HAC. Messieurs, vous le savez, le thème de cette année, retenu sur le plan international, évoque la participation et le rôle important que doivent jouer les journalistes dans les États. On parle de démocratie, on parle même de leur participation en période électorale. Aujourd'hui, comment doit se comporter un journaliste dans un pays démocratique, selon vous, M. Guy-Pierre Biteguet? La question est sensible parce qu'elle ramène, pour un pays comme le nôtre, à nous poser la question si nous sommes un pays démocratique. Voilà. C'est après avoir répondu à cette question qu'on peut regarder comment se comporte un journaliste dans un pays démocratique. Ouais. La démocratie signifie déjà la constatation que notre pays respecte un certain nombre de libertés, notamment la liberté d'expression. Et pour arriver jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, les journalistes, certainement aidés par d'autres compatriotes, ont dû se battre de manière parfois assez dure. Certains y ont laissé la vie pour arracher ce que nous avons aujourd'hui comme un semblant de liberté de presse. Une liberté qui n'est pas encore totalement acquise, mais qui est souvent remise en cause, peut-être avons notre part de responsabilité, mais également par des comportements assez antidémocratiques qui font en sorte que dans un pays comme le nôtre, on a l'impression que nous sommes dans un régime du tout répressif. Et ça fait en sorte que, dans ce milieu-là, le journaliste a des difficultés à s'exprimer, notamment dans ce qui concerne la quête de l'information, la recherche de l'information, oui. Les questions économiques, nous allons peut-être les aborder, mais également le cadre législatif. On avait déjà un code de la communication assez répressif, mais vous avez aujourd'hui un autre qui est né récemment, qui est pire que le premier. Mais à côté de ce code de la communication-là, vous avez l'ordonnance qui crée la HAC et
que l'organe de régulation On peut faire parle toujours quand même d'un utiliser. code qui a fait l'objet d'une certaine étude, tout de même, quand vous le qualifiez de pire que le premier. Non, faire l'étude veut dire que lorsque vous prenez un test comme celui-là, et ça a été le cas pour le premier, vous associez les acteurs du secteur. D'accord. Le nouveau code de la communication, c'est bien que l'ordonnance qui crée la HAC n'ont pas reçu, si vous voulez, l'assentiment des acteurs du secteur. Pourquoi? Parce que vous avez à l'époque un ministre de la Communication, je ne voulais pas rentrer en conflit avec ce ministre-là, qui pensait qu'il devait ordonner certains acteurs du secteur qu'il estimait qu'ils n'étaient pas toujours d'accord avec le pouvoir. Et c'est dans ce cadre-là bien précis qu'a été prise cette loi, c'est-à-dire qu'il fallait montrer qu'on pouvait briser certains. Oui. Et ça donne les effets que nous avons aujourd'hui. On peut tirer sur la HAC, mais ce n'est pas la HAC qui a pris cette loi que nous estimons tous comme étant mauvaise. Abel Mimongo, peut-être pour réagir à la suite de M. Guy-Pierre Bitegué, on parle quand même de démocratie, c'est un aspect important, le rôle que joue le journaliste dans un état de droit. M. Guy-Pierre Bitegué a relevé un certain nombre d'éléments, parlant d'ailleurs du nouveau code de la communication. Quelle lecture vous faites? Bon, en étant dans ma position, il est difficile d'avoir les mêmes réflexes que Guy-Pierre Bitegué. Ce qui est sûr, c'est que le jeune Harold a défini comment est-ce qu'il faut pratiquer le journalisme dans un état de droit, dans un état, puisque c'est encadré. Et même la démocratie elle-même est encadrée par des lois. Je ne peux pas mesurer le degré de progression de notre démocratie aujourd'hui, puisque je n'ai pas d'éléments pour le faire. Mais à travers la presse, on peut très bien dire qu'il existe une presse pluraliste au Gabon. D'accord. Elle s'exprime librement, mais sous réserve justement des lois qui ont été évoquées. Et je pense que les journalistes eux-mêmes, semble-t-il, ont une part de responsabilité. La liberté de la presse peut aussi se traduire par le fait que les journalistes sont eux-mêmes très professionnels. Si un journaliste se comporte professionnellement, il serait difficile pour nous, pour la HAC, de sanctionner un journal qui a mené une enquête, qui a bien mené une enquête, et à l'arrivée, a fait des dénonciations qui sont avérées. Êtes-vous en train de dire que l'on pourrait également reprocher à ces journalistes le niveau de démocratisation d'un État, par exemple? Mais vous savez, nous sommes tous des produits d'une société. Si le niveau de démocratie au Gabon est décrié, c'est que nous sommes tous comptables autant que nous sommes, à la fois la presse que les instances de régulation dont je représente aujourd'hui ici. Et qu'est-ce que la presse fait pour qu'on soit vraiment véritablement démocratique? Parce que, pour la petite histoire, le code de la communication, semble-t-il, a été élaboré avec la participation d'un certain nombre de professionnels de la communication. Or, lorsqu'on le voit, il est décrié. Il en est de même pour la HAC, la loi qui porte la loi 006 création et organisation qui crée la HAC, a été discutée dans une instance, je veux dire, où il y a un certain nombre de gens qui étaient là-bas. Je suppose que c'était les démocrates qui étaient là-bas et qu'il fallait élaguer tout ce qu'il y a comme éléments qui peuvent créer la suspension, ou qui peuvent ralentir ou plutôt diminuer, annihiler tout élan de liberté ou plutôt de démocratie. Donc en réalité, voilà pourquoi je dis que aussi bien les journalistes que nous sommes tous comptables de la situation dans laquelle on se trouve. Si on décrit qu'il n'y a pas de démocratie, si on décrit qu'il n'y a pas de liberté de la presse, alors nous sommes tous comptables. Harold Lecca, je me retourne directement vers vous. Vous avez écouté ces deux réactions. Aujourd'hui, la responsabilité même du journaliste dans un État démocratique? Écoutez, le journaliste est un acteur de la vivacité d'une démocratie. Oui. En ce sens qu'il est quand même celui qui va peindre le tableau que les générations futures pourront voir ce qui s'est passé à une époque donnée à laquelle le journaliste a appartenu. Je vais aussi rebondir sur le code de la communication qui fait beaucoup débat et dont certains disent que c'était un très bon code. Moi, je pense qu'il y a des dispositions dans ce code qui sont novatrices. C'est le cas de la reconnaissance du statut de journaliste. C'est une nouveauté. Ce que ne reconnaît pas M. Guy-Pierre Bitegué, puisqu'il a quand même évoqué quelques manquements en ce qui concerne ce nouveau code. Non, mais ce que je dis, c'est que moi, j'ai fait une lecture, je veux dire, de professionnel, donc de juriste d'abord, parce que c'est ça je suis diplômé en droit. Et
il y a un certain nombre de dispositions qui sont novatrices. C'est le cas de la reconnaissance des médias en ligne. C'est une nouveauté. L'ancien code ne reconnaissait pas les médias en ligne. Et aussi, ce code est dédié à la communication. Il a sorti de son champ les activités cinématographiques et tout ce qui concerne les arts qui étaient regroupés dans l'ancien corpus juridique. Par contre, il y a des dispositions qui, moi, me font poser des questions, en fait. Et c'est notamment l'article 45 qui dit que chaque journaliste doit déposer son pseudonyme auprès de la HAC, donc auprès de l'organe de régulation. Quand on connaît la réalité au Gabon, quand on sait que souvent il y a des chasses aux sorcières, une telle disposition expose quand même le journaliste à la répression. Il en va de même pour l'article 180 du Code, qui dit que l'éditeur, l'imprimeur, le producteur, le distributeur, l'hébergeur, le diffuseur sont solidairement responsables des délits commis en matière de communication. Or, on a la Charte africaine des droits de l'homme, qui est un texte à valeur constitutionnelle, qui dit que la peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. Donc le délinquant ici va être le journaliste qui a rédigé chaque journaliste est responsable de ses écrits. Le même code le dit en son article 44. Donc pourquoi imputer la sanction qui ne devrait être imputée qu'au seul journaliste, à l'imprimeur, à l'éditeur, au producteur, au distributeur ou à l'hébergeur? Pour certains sites d'actualité, l'hébergeur se trouve en Inde, par exemple. Donc, c'est-à-dire que même dans les faits, c'est difficile de mettre en œuvre ce type de disposition-là. Il en va de même pour, l'article 199 qui prive de la faculté de rédiger dans la presse locale des Gabonais qui sont à l'étranger. Alors qu'on sait très bien que des journalistes étrangers viennent au Gabon, des journaux étrangers sont vendus au Gabon sans vouloir faire de pub. C'est le cas par exemple de Jeune Afrique qui est vendu au Gabon. Certains médias ont des correspondants au Gabon. Donc pourquoi on priverait des Gabonais établis à l'étranger de pouvoir exercer le métier qu'ils veulent au Gabon, alors qu'on sait qu'aujourd'hui on est à l'heure du numérique, on parle de village planétaire, donc on peut très bien être établi à Dakar et rédiger des analyses sur la base des faits qui sont vécus au Gabon. On comprend aisément pourquoi est-ce que vous défendez cet aspect lié aux médias en ligne. Guy-Pierre Bitégué, vous souhaitez réagir certainement? Oui, je ne partage pas la position de mon ancien confrère, actuellement de la HAC, Abel Mimongo. Je ne suis responsable de rien. Il y a ce qu'on appelle les éléments d'une démocratie. Bien. Et dans un État, c'est l'État qui ordonne la cité. Et c'est tout ce qui existe. Pour mesurer une démocratie, l'un des éléments ou l'un des paramètres que l'on regarde à côté de la liberté de la presse, vous avez l'alternance au pouvoir dans les institutions. Vous avez un pouvoir qui est là depuis 50 ans, je regrette qu'on ne peut plus reformer. Et donc ce pouvoir-là, si vous voulez, prend à un certain moment des lois pour se protéger, y compris pour se protéger vis-à-vis de sa presse. Il défend ce code de la communication. Reprenons le code de la communication. D'accord. On va y aller au pas de course puisqu'il y a d'autres questions à aborder. Rapidement, j'aimerais prendre quelques exemples. On vous a dit qu'on a dépénalisé le délit de presse. Voilà. Mais dans le même code, on vous dit, en réalité, on n'a pas dépénalisé puisqu'on vous dit il ne faut pas être récidiviste. Dans les autres pays, je prends l'exemple, comme le Sénégal, un pays que je connais bien, la récidive est un délit qui est commis dans un espace de 3 mois en matière de presse. Au Gabon, si vous avez diffamé aujourd'hui et que vous diffamez encore dans 1000 ans, vous êtes récidiviste. C'est le premier élément. Mais à côté, on vous dit également, quand on dépénalise, on a mis des amendes énormes qui vont de 10 à 50 millions. Sauf que je ne connais pas un organe de presse qui fait plus de 5 ou 6 millions de bénéfices. Ça n'existe pas. Ça suppose quoi? Ça suppose que si demain j'ai diffamé M. Agaya, que je passe à la barre devant le juge dit je dois payer M. Agaya 10 millions, et que dans 4, 5, 6 mois je ne les ai pas payés, M. Agaya peut aller voir le procureur et je viens en prison par ce qu'on appelle, il a dit, la contrainte par corps. Voilà. Donc je peux prendre d'autres éléments comme ça qui montrent que, je vous jure, le secteur, pour être dans le monde de la presse au Gabon, il est assez compliqué, si bien que personnellement, je ne peux pas demander à mon enfant demain d'aller dans ce secteur-là. Alors, qu'êtes-vous en train de vouloir dire, Guy-Pierre Bitégué? Remettez-vous en cause, par exemple, le positionnement actuel du journaliste gabonais, tenant compte du nouveau code de la communication, par exemple, je vous dis, en matière de démocratie?
il faut déjà saluer le journaliste gabonais. Pourquoi? Parce qu'en dehors de quelques brebis égarées, c'est un secteur où beaucoup y vont par vocation. Il a dit tout à l'heure, il a une formation de juriste. Moi, dans ma vie, je voulais devenir prêtre, je ne le suis pas devenu, je suis devenu journaliste. Ah ben certainement. Ceux qui font, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ceux qui vont dans ce secteur ne sont pas des brebis galeuses. C'est des gens qui sont allés à l'école et qui ont décidé de sacrifier leur carrière en fonction des diplômes qu'ils avaient pour aller dans un secteur de combat et qui a des risques. Oui. Et des risques énormes, puisque je vous ai dit tout à l'heure que certains ont laissé leur vie. Oui. Moi, j'ai dû aller à l'exil. Donc, c'est pour dire qu'il faut avoir assez de courage pour venir faire dans la presse au Gabon. Mais malgré ce courage-là, malgré ce dévouement, ce sacerdoce, pardon, que vous acceptez de vous donner pour votre pays, parce que on ne vient pas là-dedans pour d'abord gagner de l'argent, on vient pour rendre un service à la nation, et parfois qui est mal récompensé. Mais on vous met les bâtons dans les roues d'une manière en sorte que, je prends un exemple, actuellement, pour un oui ou pour un non, la HAC ferme des entreprises pour 6-7 mois. 6 mois pour le moment. Mais quel signal vous donnez lorsque vous décidez de mettre une entreprise en jachère pendant 6 mois, alors qu'elle a des charges, alors qu'elle a un fonctionnement et des salaires à payer? Vous voyez, vous ne donnez pas envie aux autres de venir faire dans ce secteur. Mais c'est quoi l'idée après? Vous tuez chez le Gabonais l'envie de ne plus lire un journal. Il va faire Alors, quoi? la Il va se HAC réfugier dans les réseaux sociaux. La HAC a bien sûr la responsabilité, le rôle de régulateur. Ne s'appuie-t-elle pas sur le nouveau code de la communication pour prendre certaines Mais dispositions? vous me rejoignez quand vous dites que ce sont des mauvaises lois. Je ne jette pas la pierre à la HAC. Il faut bien que je dise, le politique a donné à la HAC des mauvaises lois pour pouvoir frapper un secteur qui a besoin d'être accompagné. Alors, Monsieur Abel Mimongo... Vous allez poser la question autrement. D'accord, Ok, oui. allez-y, J'ai posez votre tout de même question. envie de vous demander, aujourd'hui on a comme l'impression que le métier de journaliste ressemblera un tout petit peu à un fourre-tout, à la HAC par exemple. On a également cette autre impression que la répression est le seul moyen aujourd'hui pour réguler, le seul moyen de régulation. Quand va-t-on créer un fichier du journaliste gabonais? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais dire une chose. Vous savez, les gens doivent évoluer dans un environnement. Oui. Et l'environnement, il est encadré. C'est un petit peu... moi, je suis chez moi. Quand je dis à mes enfants de ne pas venir à 21h, de ne pas rentrer au-delà de 22h, ils doivent se faire. Est-ce que pour autant, ils n'ont pas de liberté? Ils en ont. Mais seulement, elle est encadrée. Et nous sommes là. Et moi, je pense que ça peut être même une chance pour nous. Oui. Ces lois qui sont querellées. On va mettre en place un environnement qui va davantage se professionnaliser. Parce que l'idée ici serait d'éviter les sanctions. Parce que le législateur, évidemment, dans l'état actuel des lois, a prévu des sanctions trop fortes. Et trop fortes même à mon goût. Mais il faut le faire. On est obligé de sanctionner. Et je veux dire qu'il n'y a pas que les sanctions que la HAC inflige. Il y a aussi des conciliations, mais généralement, elles sont très peu médiatisées. Pourquoi? Parce que c'est pas important. C'est là, c'est ça la loi de la presse, en fait. Il faut publier ce qui fâche, ce qui intéresse, ce qui vend. Et ça, je comprends, puisque moi-même, dans une précédente vie, je le faisais. Ce qui est sûr, c'est que les journalistes, un bon professionnel, il va éviter les sanctions. Je vous dis, moi qui vous parle, j'ai pas été un journaliste aimé par le pouvoir en place. Parce que j'avais des papiers acerbes contre le pouvoir, mais des papiers qui étaient indiscutables. Je peux vous donner des exemples. Le gouvernement, en 2009, au plus fort de l'élection présidentielle, a pris une décision de refuser l'accès au bureau de vote du public, ce qui était contraire à la loi. J'ai fait un papier au vitriol dans une chronique que j'ai animée à l'Union, pour ne pas citer le journal dans lequel je faisais mes classes. Et le lendemain, c'est la Cour constitutionnelle qui m'a donné raison en publiant une décision pour dire que tout ça, l'accès du public dans les bureaux de vote est libre. Vous voyez? Donc, moi, je me suis attaqué au pouvoir, mais le pouvoir n'avait pas d'éléments pour me mettre hors d'état de nuire. Parce que c'était vrai, puisqu'ils sont appuyés je me suis appuyé sur les lois qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Alors, venons-en au fait. La HAC, la Haute Autorité de la Communication en République gabonaise, fait couler beaucoup d'encre de salive. pourquoi Depuis je sa voulais mise en répondre, parce place, que vous posez déjà la question. s'appuie-t-elle véritablement sur le code de la Vous communication? avez dit on sanctionne beaucoup plus qu'on ne concilie ou qu'on avertit ou qu'on fait peu de C'était une pédagogie. question.
Mais on fait preuve de pédagogie de temps en temps. Je vous dis, on appelle même des journalistes. Un journaliste qui fait preuve de mauvaise écriture, on va dire, on l'appelle et on lui dit, écoute, la Constitution a prévu ça, mais pas de cette façon, pas de la façon dont ça a été écrit dans votre journal. Mais il y a des journalistes qui partent, ils refusent d'écouter nos conseils. Parfois, ils se mettent même à insulter les membres de la HAC. Vous insultez les membres d'une institution, vous vous exposez forcément à des représailles. Dans un prétoire, le juriste est là, il va beaucoup plus développer cette question. Si vous manquez de respect au juge, je pense qu'il y a un outrage en magistrat, et puis vous êtes pris sur le champ. Donc, bon, nous sommes une administration, une juridiction, on va dire, administrative. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on procède aux conciliations. Le président de l'OPAM qui est là sait que la HAC, parfois, procède à des conciliations entre deux parties en conflit. Le journaliste ou le journal et la HAC. Le journal, la HAC et la personne incriminée. D'accord. On arrive et on concilie les positions, il s'excuse et puis ça va. Et on le fait assez souvent. Alors, vous êtes l'instance qui régule. Aujourd'hui, il n'y a que des journalistes gabonais se plaignent, par exemple, comme le disait Guy-Pierre Bitegué, du code de la communication actuel. Quel est le regard que porte la HAC justement sur ce code? Je n'ai pas de regard à porter. C'est un code... Ils sont libres de critiquer le code, c'est de bonne guerre. Nous, on est là pour appliquer la loi. C'est ça notre problème. On ne peut pas dire que le législateur a eu tort. Il y a une loi qui est là, il y a des gens qui doivent se battre pour que cette loi soit faite autrement. Il y a des gens pour ça. Maintenant, mon regard à moi, sur cette loi-là, c'est un regard de citoyen gabonais, de membre de la HAC. Et le membre de la HAC va faire quoi? Il va regarder la loi, puisqu'il regarde la loi et il se dit, tiens, là, il n'a pas respecté la loi. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'appeler les uns et les autres à se concilier. S'il n'y a pas de conciliation, on prononce la peine. Et malheureusement, les peines, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 12 mois. Mais on n'est jamais arrivé là. Alors, à quand un statut juridique du journaliste pour lui éviter justement d'être la proie aussi des acteurs politiques? Vous le savez. Vous connaissez un pays où un journaliste n'est pas la proie des acteurs politiques? Vous connaissez un pays? Même aux États-Unis, même dans les plus grandes démocraties, les journalistes font l'objet, vous vous souvenez, ce n'est pas le président Lopam qui va me démentir, les écoutes des journalistes à l'Élysée comme à la Maison-Blanche, on écoute les journalistes. Mais ça a toujours été ce lien-là entre journalistes et hommes politiques, ou le pouvoir, ça a toujours été ces liens de je t'aime, moi non plus, ainsi de suite. Mais un statut juridique, ce n'est pas nous. En France, par exemple, je vais vous dire, on ne régule pas la presse. La presse s'autorégule. Mais aujourd'hui, de plus en plus, face aux dérives, ils veulent revenir à la mise en place d'une entité de régulation. Parce que la régulation en France se fait uniquement dans le domaine de l'audiovisuel. Pas de la presse. La presse, ils ont un conseil de la presse qui se réunit de temps en temps et puis qui décide la façon de la marche à suivre. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, avec des journaux qui sont, par exemple, les journaux en ligne, qu'on ne contrôle pas très bien, et avec l'avènement donc des journaux en ligne et des titres parfois au vitriol, je ne sais pas qui se souvient de Marianne, qui avait traité un président de, je ne sais plus le titre en tête, mais voilà. Donc, les pouvoirs publics se rendant compte que le conseil de régulation, le conseil de presse ne régule pas trop les journaux, ils veulent revenir justement à la régulation des journaux. Peut-être une liberté de la presse à la hauteur du niveau de démocratisation également? Bon, je ne sais pas, oui, c'est lié. C'est souvent lié. C'est souvent lié, mais le niveau de démocratisation se mesure à l'aune des textes qui sont mis en place pour justement faire avancer la démocratie. Si vous avez des textes comme ceux que relaie, il est évident qu'on aura toujours des problèmes et que la liberté de la presse sera toujours considérée comme étant muselée, on va dire. Harold Leka. Oui. Non, mais si moi j'avais quelque chose à dire, c'est surtout que la HAC s'empresse souvent de réprimer, c'est-à-dire de sanctionner les médias ou de les interdire de paraître pendant une certaine durée. Alors qu'il y a un mécanisme qui est reconnu à l'article 12 du Code de la communication, donc qui prévoit le droit de rétractation ou de rectification, ou plutôt le droit de réponse, si vous voulez, si dans un article de presse écrite ou un article d'un reportage télévisuel est diffamatoire
ou dégradant vis-à-vis d'un individu. Je pense que la HAC devrait peut-être pousser les personnes qui la saisissent pour des sanctions extrêmes à emmener les requérants vers d'autres modes alternatifs, si je peux m'exprimer ainsi, de résolution de ces conflits avec la HAC. Parce que au Gabon, il y a plusieurs domaines d'activité. Oui. Et vous remarquerez que c'est dans la presse, dans l'activité de communication, où le régulateur a la main extrêmement lourde. Je prends souvent pour exemple le transport en commun, transport urbain. Il y a des taximans qui font des accidents des fois, et les chauffeurs sont certainement en état d'ivresse. Voilà. Jamais il y a eu un retrait de permis, ou récemment il y a eu un fait divers à Congo, un bus dont les passagers ont été brûlés après un accident. La société en question n'a pas fermé, la Direction générale des transports n'a pas pris de mesures radicales vis-à-vis de cette entreprise. Récemment, on a souvent des opérateurs de téléphonie mobile qui font certaines erreurs. L'ARCEP n'a jamais retiré un agrément à un opérateur, mais pour une simple diffamation. Je dis simple diffamation parce que la diffamation concerne un seul individu. On va réduire au silence une entreprise de presse, et souvent ce sont les mêmes, La Loupe, l'Aube, Mutuki, Écho du Nord. Et il y a forcément des effets au niveau économique, parce que ces entreprises ont en leur sein des salariés. Et ils sont nombreux. Certains sont des confrères que nous connaissons, qui passent comme ça 6 mois, qui broient le noir pendant 6 mois, qui ne peuvent pas convenablement nourrir leur famille. Et il y a aussi des effets collatéraux. Êtes-vous en train de dire que cette décision, souvent prise, ces sanctions, semblent orientées surtout vers ces médias satiriques, par exemple? Je ne dirais pas orienté, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres moyens de réprimer ou d'autres moyens de trouver une voie consensuelle. Par exemple, par le mécanisme du droit de réponse, qu'on demanderait à l'organe de presse de publier, s'il le faut, même une dizaine de fois, pour au moins rétablir la vérité. Parce que je pense qu'une diffamation vis-à-vis d'un individu ne devrait pas justifier qu'une entreprise qui emploie une vingtaine de Gabonais mettre la clé sous le paillasson. Surtout, je voulais insister là-dessus, qu'il y a des incidents, en fait, il y a des effets collatéraux, parce que ces institutions-là, plutôt ces sociétés de presse-là, impriment et distribuent dans d'autres sociétés qui sont privées de la cliente, du moins de l'impression, donc du potentiel financier de ces établissements-là qui sont suspendus. Et selon nos enquêtes, certains distributeurs et certains imprimeurs ont des difficultés aujourd'hui du fait des sanctions récurrentes vis-à-vis des journaux qui sont parmi les plus vendus de la place, notamment ceux que j'ai cités. Alors, je rappelle que vous êtes M. Abel Mimongo, conseiller membre à la haute autorité de la communication au Gabon, Guy-Pierre Bitégué, président de l'organisation patronale des médias, Harold Leka, directeur de publication de Gabon Media Times. Messieurs, nous sommes à la deuxième partie de cette émission avec pour thème liberté de la presse, en mettant bien sûr, je le précise, un accent sur les droits et devoirs du journaliste. Revenons sur la dernière question évoquée durant cette première partie de cette émission. On parle au Gabon également de la carte professionnelle de presse, de cette carte de presse. Monsieur Guy-Pierre Bitégué, on a comme l'impression que les journalistes gabonais seraient également abandonnés à ce niveau-là. Que dire? Bien. Je voulais d'abord relever ce qu'Abel a dit tout à l'heure. On est obligé de sanctionner parce que la loi permet de sanctionner. Non, monsieur de la HAC, on n'est pas toujours obligé de sanctionner. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son nom en lettres d'or dans les questions de liberté de la presse, c'est M. Étienne Moussirou, le premier président du CNC. Je vous jure qu'au temps d'Étienne Moussirou, la presse naissante n'était pas aussi... était plus irrévérencieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je crois qu'on a fait du chemin. Mais je mets quiconque au défi de me citer un seul journal, j'ai bien un seul journal, suspendu par M. Étienne Moussirou. Il n'y en a pas. Donc, alors qu'il existait en cause de la communication, mais il estimait qu'il fallait qu'on apprenne le métier, qu'on apprenne, on fait un chemin vers la démocratie. J'ai dit tout à l'heure que nous n'étions pas encore un pays démocratique, mais nous marchons vers la démocratie. Et je crois que les institutions de régulation sont là pour accompagner le Gabon vers la démocratie. Et ça demande à ceux qui sont là-bas d'avoir beaucoup de hauteur, d'avoir beaucoup de patience et de pédagogie, de toujours frapper. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je continue à dire que la HAC ne doit pas toujours brandir le bâton. Il faut faire dans la pédagogie et même la formation également. Parce que aussi à ce niveau-là, le problème se pose. Maintenant, revenons sur la
la carte de presse. Ouais. La carte de presse a été instituée par le Code de la communication et a été éditée par le ministère de la Communication. Il semble que depuis quelques années, pour des problèmes de budget, le ministère de la Communication ne délivre plus de cartes de presse. Et ça pose un problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous demande de fabriquer votre dossier de presse, plutôt de création d'un organe de presse par exemple, on vous dit d'avoir des confrères qui ont la carte de presse. Oui. Or, la presse en ligne vient d'arriver. Comment doivent-ils faire pour avoir la carte de presse alors que l'État ne délivre plus? Il faut peut-être avoir des journalistes qui ont la carte de presse. Exactement, voilà. Ouais. Voilà, un au moins qui a la carte de presse. Mais si j'ai la carte de presse et que je suis déjà dans un organe de presse, comment faire pour aller prêter ma carte de presse à quelqu'un qui veut créer un journal? Il y a un problème à ce niveau. Il faut peut-être maintenant qu'on revoie. Pourquoi? Parce que, aussi bien je crois au sein de... Je ne sais pas comment ça se passe à la HAC et au ministère, mais je sais qu'avant, le CNC refusait systématiquement les cartes de presse que leur produisaient les organes de presse eux-mêmes. Puisque si je suis patron d'un journal, je peux délivrer une carte de presse à mon collaborateur. Ouais. On exigeait les cartes délivrées par l'État. Aujourd'hui, l'État n'en délivre plus. Il faut peut-être que... vous faites bien de poser la question à nouveau. La HAC nous a écoutés. Le ministère de la Communication, certainement, suit l'émission. Ils vont peut-être réagir d'ici là. Avant que vous passiez la parole, peut-être. Oui, bien sûr. Pour dire qu'en fait, on n'est pas coincé, parce que quand on n'a pas de réponse dans la loi, il y a heureusement la jurisprudence, et les problèmes de l'administration ne doivent pas être imputables ou imputés aux administrés. Donc si l'administration de la communication n'arrive pas à délivrer la carte de presse, mais l'administré qui veut exercer la profession de presse doit pouvoir exercer la profession. N'est-ce pas là quand même un handicap, justement, de ne pas pouvoir avoir cette carte de de régler presse? ce problème. C'est à l'État de régler ce problème depuis quasiment 3 années. Oui. Mais il n'y a qu'à côté, il y a également la haute autorité de la communication. Monsieur Abel Mimongo, vous me permettrez de me retourner une fois de plus vers vous. On sait qu'en tant que régulateur, vous pourrez également saisir justement le ministère de la Communication. Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet? Justement, la HAC est en fonction depuis un certain nombre de temps déjà. Non, mais nous, on n'a pas à saisir le ministère de la Communication. C'est un domaine qui concerne l'exécutif, donc c'est à lui de décider. Et Guy Pierre l'a si bien dit, je crois qu'il y a des questions budgétaires qui font que depuis, je crois, 2017 ou 2016 par là, on ne délivre plus de cartes de presse. En 2016, il y avait une partie, et puis il y a eu des restrictions budgétaires qui ont fait que, bon, voilà, on en est là. Maintenant, comme Harold le disait, en l'absence de la loi, mais ce sont les pratiques qui font force de loi, tout simplement. Alors, qui est journaliste en République gabonaise et qui ne l'est pas? Parlons, par exemple, de cette carte de presse. Est-ce qu'elle donne un plus à celui qui exerce dans ce domaine, tenant aussi bien compte du Code de la communication? Permettez-moi de poser la question. Oui, il faut savoir que la carte de presse, c'est uniquement pour non seulement identifier un journaliste, mais également pour lui permettre d'accéder à des manifestations de type officiel. Mais ce n'est pas forcément la carte de presse qui fait des journalistes un journaliste, puisque la loi elle-même définit ce qui est journaliste et qui ne l'est pas. Il faut être formé dans une école de journalisme, ou alors exercer le métier pendant plus de 2 ans, et ça constitue l'essentiel de tes revenus. Et tu l'es directement, tu es journaliste. Donc il y a une question d'expérience dans la pratique du métier de journaliste, et le fait d'avoir été formé dans une école de journalisme. Voilà les deux cas que le législateur a prévus pour avoir ce statut de journaliste. Monsieur Guy-Pierre Bitégué. Oui, non seulement je souscris à la réponse de M. Abel Mimongo, mais je crois qu'ici au Gabon, on veut faire les choses comme si nous vivions à Mars. Moi, je suis membre de 2 organisations, l'UPF, l'organisation de la presse francophone. La carte de presse coûte 10 000 francs. Et lorsque vous avez payé les 10 000 francs, vous avez la carte dans la semaine qui suit. J'ai une carte de Reporters sans frontières, elle coûte 30 €. Lorsque vous avez payé les 30 €, non seulement vous avez droit à l'Assemblée générale de Reporters sans frontières, mais vous avez également la carte dans la semaine qui suit. Pourquoi? Pour des choses aussi simples à l'étranger, on peut avoir ces cartes-là aussi facilement. Et au Gabon, on complique, on en fait un problème de budget. Mais elle coûte combien fabriquer une carte de presse pour un journaliste au Gabon? Il faut peut-être regarder ça. Les enfants, lorsqu'ils vont, nos enfants, lorsqu'ils vont à l'école, ils ont une carte. Oui, c'est pour ça que je pose la question du coût. C'est des fonctionnaires qui siègent là-bas, donc c'est leur travail d'examiner les dossiers. Est-ce qu'on a besoin d'un budget pour faire quoi? Faites-la payer. Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc, elle peut coûter à la limite 1 000 francs, j'extrapole même 10 000, comme on l'achète à l'étranger.
Pourquoi on veut en faire un problème de budget pour pouvoir donner une carte à un journaliste, une carte, comme disait M. Abel Nyomongo, qui lui permet d'avoir accès aux manifestations officielles? Alors, Harold Leka. Non, parce que on est dans une situation où voilà, les faits sont là. Ouais. Et le représentant de la HAC, le président de l'OPAM sont bien placés pour décrire cette situation-là. Et effectivement, les professionnels des médias aujourd'hui sont confrontés à cette difficulté, surtout pour nous qui sommes tenanciers d'un média en ligne, dont la création s'est faite dans la période où la délivrance de la carte de presse n'a plus eu lieu. Donc on est un peu face à cette difficulté-là. Abel Nyomongo, il y a un autre fait au Gabon. De nombreux médias existent aujourd'hui, parfois arrivent et se font représenter dans des événements sans qu'il n'y ait de publication à la suite. Je repose la question, comment parvenir à réguler également ce phénomène, puisqu'en République gabonaise désormais, on a comme l'impression que le journalisme serait le fourre-tout, lorsqu'on n'a plus peut-être... Oui, on n'a plus d'autres options. C'est une question pertinente, mais je crois qu'elle est beaucoup plus, elle devait être beaucoup plus dirigée vers le président de l'OPAM, parce que même la carte de presse, elle n'est pas fondamentalement liée à la liberté de la presse. Ouais. Parce que c'est ça le thème, la liberté de la presse. Ouais. Que vous ayez votre carte de presse ou pas, si vous êtes un bon journaliste, on va le sentir dans les écrits. Ouais. Et la carte de presse, c'est juste un manquement de l'administration. Ça, on concède. Et on les comprend, ils veulent peut-être accéder à des milieux plus indiqués pour pouvoir avoir l'information juste. Ça aussi, on doit les aider à parvenir à cela. Mais le souci de la HAC, aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est de parvenir à une presse vraiment professionnelle. Ouais. Parce que moi, j'ai effectivement je défends la liberté de la presse. Mais je ne défends pas la liberté de la presse dans le désordre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, moi, à plusieurs reprises, j'ai appelé Guy Pierre, qui est là présent devant moi. Je lui ai dit, bon, ben, quand tu vois un tel papier, tu es content? Et c'est lui-même qui décide, qui dit, non, là, je crois que je vais réunir les gens pour qu'on en parle un peu. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a un problème, au fond. Le problème de la presse, d'abord, c'est le background des journalistes. Lorsque vous avez un juriste, il est formé en droit, et il vient dans la profession, il a les b.a.-ba de la profession. Donc, il est plus à même de comprendre les mécanismes dans l'élaboration d'un texte. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est le manque de filtre dans l'organisation des rédactions. C'est ça le vrai problème. Vous avez une rédaction qui a juste 2 personnes. Un journaliste non formé et un autre qui a une petite expérience beaucoup plus que l'autre. Une expérience beaucoup plus que l'autre. Et il constitue une rédaction. Voilà la rédaction d'un journal. Et quand il écrit, ça se ressent. Je vous dis, mais c'est ça le vrai problème. Tout ce dont on parle là, tout ce dont on débat, la question centrale, c'est la formation du journaliste, sa capacité à esquiver les règles établies par une écriture très fine et un professionnalisme indiscutable. Vous verrez. Même en l'état actuel de la loi, les gens vont s'en sortir. Parce que je me souviens d'avoir lu un texte d'un journaliste français qui disait « Les hommes politiques en France sont comme des oiseaux. Ils volent tous. » En réalité, il était en train de dire que les hommes politiques en France, c'est des voleurs. Mais il n'a pas usé du vocabulaire qui sied à la situation. Il a pris une image, que c'est des oiseaux qui volent. Vous aurez du mal, justement, à sanctionner un journaliste comme ça. C'est le talent, là. Là, c'est le talent qui parle. Un autre cas, je peux vous le citer, c'est un journaliste d'Africa numéro 1 qui, au plus fort de la contestation, je crois en 90, le Bowling Store brûlait devant lui. Et je me souviens de la configuration d'Africa numéro 1 à cette époque-là. Le journaliste qui y parlait, il voyait l'extérieur, parce que c'était vitré. Et il avait le micro. Il voyait comment Africa numéro 1 brûlait. Vous savez comment il a dit ? Selon une dépêche de l'AFP, il semblerait qu'Africa numéro 1 serait en train de brûler. Il est à 2 mètres d'Africa numéro 1. Donc, en fait, ce qui lui importait, c'était quoi ? C'est de donner l'information, tout en esquivant les difficultés par rapport à la répression qui aurait pu s'exercer sur lui à cette époque-là. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de journalistes dont on a besoin aujourd'hui pour faire évoluer la société et, bien évidemment, faire évoluer la démocratie. Guy Pierre Bitégué, un avis ?
Oui, l'autorité, la haute autorité a esquivé une question qui lui était destinée, à laquelle il pouvait apporter des réponses. Il n'y a pas de souci. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés dans cette profession, moi je suis arrivé là très jeune, c'était nos aînés, nous n'avons pas le souci de gagner de l'argent. Et je crois que c'est ça le gros mal aujourd'hui. Je me rappelle à mon premier reportage, quand je reviens de reportage, mon directeur de publication de l'époque, M. Pierre Mugemba, il me pose la première question, il me dit, est-ce que ça a été le reportage? Je dis oui, monsieur le directeur. On t'a donné combien? Je dis, on m'a donné 10 000. Il me dit, donne ça ici. Ça m'a dérangé qu'il me demande les 10 000 qu'on m'a donné, et je le lui donne. Il a pris les 10 000, il les a introduits dans une enveloppe, il a écrit le nom de l'autorité qui a fait la conférence de presse, et il m'a dit, va rendre. Et je suis venu rendre, il a vérifié que j'avais rendu les 10 000. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, la nouvelle génération? Vous faites une conférence de presse, personne ne peut partir de là si vous n'avez pas payé ce qu'on appelle vulgairement l'argent du taxi. C'est devenu même un droit non écrit. Ouais. Vous voyez, première chose. Conséquence, deuxième chose, beaucoup ont pris qu'on vient dans la presse pour se faire de l'argent. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme il le disait si bien, on a des salles de rédaction que sa voiture, son portable ou sa chambre. Or, l'autorité de régulation devrait assainir déjà dans le niveau, en allant vérifier les sièges des journaux, en allant vérifier ce qu'ils ont comme équipement, en allant vérifier ce qu'ils ont comme matériel, s'il existe réellement physiquement l'organe de presse. Ouais. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut déjà gagner. Vous voyez. Or, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on laisse faire. Et vous avez aujourd'hui un véritable boom des organes de presse en ligne. Mais la presse en ligne, c'est l'avantage. Quel avantage? Dès que vous avez créé votre site, vous ne payez aucune charge. Et lorsque vous regardez, vous ne pouvez même pas identifier le propriétaire. Il n'y a pas le nom du propriétaire, il n'y a aucun numéro de téléphone, il n'y a pas l'endroit où vous pouvez, pas de siège. Donc, et là, on met un peu de tout, on diffame, on insulte, sans pouvoir que la HAC puisse contrôler ou réguler à ce niveau. Je crois que c'est autant de choses que la HAC pourrait quand même regarder pour essayer, je dis bien, essayer d'assainir le secteur. Et c'est là que je souhaitais que l'on en arrive, en parlant justement du contrôle, parlant par exemple de ces médias en ligne. Aujourd'hui, il y a que chacun peut écrire ce qu'il veut, comme il pense, à un moment bien précis, selon ses désirs, et il y aurait quand même manque justement de contrôle au niveau de la haute autorité de la communication. Lorsque vous venez dans la presse, ils vont ajouter, vous venez parce que vous voulez servir un secteur. Ce que vous recherchez, c'est d'abord servir un secteur, mais également la notoriété. Lorsqu'on regarde, quand on voit M. Agaya, même au quartier, on sait que c'est un journaliste, au-delà de la maison qu'il emploie, mais c'est un journaliste, incontestablement, qui a fait ses preuves dans les rédactions. Lorsqu'on voit M. Abel Mimongo, on sait que c'est un journaliste qui a fait ses preuves et qui rappelle une certaine époque assez difficile. Lorsqu'on voit M. Harold Leka, on voit Gabon Media Time, je crois, l'un des meilleurs sites en ce moment avec Gabon Review. Autant des éléments comme ça qui montrent qu'il y en a qui essaient de faire un travail. Mais d'autres font, je peux dire, excusez-moi du terme, du brigandage, parce qu'ils veulent exister dans un secteur et avoir un peu d'argent. Et je dis, à ce moment-là, la HAC devrait regarder. C'est ce qu'on a fait en convoquant le 26 avril dernier tous les responsables des médias en ligne pour qu'ils se conforment, justement parce qu'il y avait, semble-t-il, une concurrence, on va dire, déloyale, parce qu'il y avait les autres de la presse papier qui étaient en règle, alors qu'eux, ils ne l'étaient malheureusement pas. Et bon, j'aurais bien voulu que le président Lopam insiste sur l'organisation dans les rédactions, parce que c'est ça qui fait vraiment une vraie rédaction. Il a cité deux médias en ligne, Gabon Review et Gabon Media Time. Je suis convaincu sans aller là-bas. Moi, je connais Gabon Review, je ne connais pas bien où sont situés où sont les locaux de Gabon Time. Je connais bien Gabon Review, c'est structuré. Et je suppose que Gabon Media Time est autant structuré. Je peux authentifier. Voilà. Et c'est ce qui fait la qualité, la structuration d'une rédaction, avec un certain nombre de filtres. Lui, il dit bien que son directeur lui demande « Tu étais là-bas, qu'est-ce que tu as fait ?» Moi, quand j'ai écrit mon premier papier, il fallait... Enfin, mais c'était la bagarre. Pour que je sois publié, j'étais content quand on m'a publié la première fois. On est très content. Ouais. Après avoir passé les mailles du filet, on va dire. Parce que les filtres étaient tels que lorsque vous arrivez, le responsable du service, donc le chef de service arrive, vous lui déposez un papier, il vous demande, mais ça c'est quoi ça? Il jette, il dit non, ça va me reprendre tout ça. Il ne vous dit pas qu'est-ce que vous devez reprendre.
voyez? Et on était embêtés. Et tu vas voir un autre ou un autre responsable, quand il regarde, il dit oui, mais toi aussi, c'est pas comme ça qu'on fait un lead. Et tu apprends. Vous avez aujourd'hui, je vois des journaux, certains journaux, ce n'est pas un cours magistral que je fais ici, vous voyez certains journaux qui ne savent pas ce que c'est qu'une titraille. Et ils ne savent pas que la titraille, c'est des différents niveaux d'information. L'appel de titre, le titre et le lead. Tout ça, c'est des niveaux d'information. Vous pouvez trouver l'appel de titre, le titre et le lead, c'est la même info. Vous voyez, quand vous arrivez chez moi, chef de service, je vous dis, mais répartez. Ça, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'on t'a appris à faire un papier. Voilà les filtres. Et quand ce papier-là quitte, quand j'ai donné ma permission, ça va chez le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef n'appelle pas le journaliste, il appelle le chef de service. Comment tu as laissé passer ça? Vous voyez? Donc, et le rédacteur en chef, et plutôt le chef de service, et le journaliste, vous apprenez au même moment. Donc, c'est ça les filtres. Et quand tu arrives maintenant à un certain niveau de responsabilité ou à une certaine expérience, vous avez maintenant 10 ans de pratique, 15 ans, 20 ans de pratique de journalisme, vous comprenez ce que c'est qu'un bon papier de presse et un papier inattaquable. Quelles que soient les lois, même si ce sont les lois, c'est les rates. Alors aujourd'hui, pourquoi est-il important, messieurs, selon vous, de défendre la liberté de la presse? Harold Leka, je vous pose la question expressement. Écoutez, la liberté de la presse, je l'ai dit hier sur votre plateau, quelle était plutôt que la vivacité d'une démocratie s'appréciait à la vivacité de ses journalistes. Donc, si le constituant a consacré la liberté de la presse au rang des libertés fondamentales et que la presse est un quatrième pouvoir, c'est que son rôle dans une société, quelle qu'elle soit, est important. Voilà. Guy-Pierre Bitegué, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Qu'est-ce que doit finalement faire un journaliste pour que ses droits soient respectés et que lui, à son tour, justement, respecte également ses devoirs? Je vais paraphraser Rabelais en disant « Journaliste sans conscience n'est que ruine de la profession ». Lorsque vous arrivez à une rédaction, le premier devoir pour vous, c'est de chercher à donner l'information et la bonne information. Et l'autre bénéfice que vous pouvez chercher à côté de l'argent, parce qu'on en a besoin, c'est votre notoriété. Je fais du journalisme, pourquoi? Pour pouvoir aller chercher, traiter et diffuser une information. Parce que le journaliste ne crée pas l'information, il la traite. Lorsque l'information lui est donnée, le souci ne doit pas chercher à nuire ou à salir. Parce que malheureusement, c'est ce qui se fait. Monsieur Agaya m'a mal reçu, mais j'ai des problèmes avec monsieur Agaya, j'ai un journal, il va voir ça, je vais le déchirer, je vais le brocarder. Ce n'est pas ça le rôle d'un journaliste. Le rôle d'un journaliste, aujourd'hui, par exemple dans le secteur qui est le nôtre, comme la presse écrite, c'est que le lecteur attend de lui un produit, un bon produit. Et il doit donner au lecteur ce bon produit-là qu'il attend. Parce que s'il ne lui donne pas, le lecteur va se désintéresser. Le lecteur va même le critiquer et lui pointer du doigt. La conséquence, c'est que le journal ne va plus être lu, ne va plus être vendu. Et si le journal n'est pas vendu, vous tuez une entreprise qui employait des Gabonais. Voilà. Harold Leka. Si j'avais un mot de fin, c'est peut-être celui de dire que le secteur de la presse aujourd'hui est un secteur important, en tout cas dans lequel je m'épanouis, et avec moi plusieurs Gabonais, parce que comme le disait le conseiller... Toute une rédaction. Voilà, toute une rédaction. Il y a des journalistes spécialistes de l'économie qui sont des économistes d'abord, et c'est comme ça que je préfère les choisir. Peut-être parce que moi aussi je suis tombé dans la profession comme un cheveu dans la soupe, et dans mon domaine, j'essaie d'ajouter quelque chose au journalisme. Il en va de même pour le domaine politique. Et on a, bien entendu, comme le disait le conseiller tout à l'heure, une chaîne de vérification avant de publier. Et je tiens quand même à rassurer ici que lorsqu'à Gabon Media Time, nous écrivons un article, il n'y a pas une pesanteur à proprement dit qui va nous pousser à dire ou à ne pas dire quelque chose. On le dit à partir du moment où on tient cette chose d'une source. Et après, nous prenons peut-être pas le risque, mais le pari de publier. Voilà. Et
Après toutes les vérifications possibles. Voilà, après toutes les vérifications possibles, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait l'objet d'une interpellation de la part du régulateur. Ça veut dire qu'on essaie de faire le maximum. Vous êtes en bon terme. Voilà, pour ne pas heurter les uns, même si certains lecteurs, souvent habités par des passions ou la volonté de défendre les uns et les autres ou leur leader, nous prêtent des intentions, mais malheureusement non. Et je parle sous le contrôle d'un des régulateurs et un journaliste émérite. Voilà. Monsieur le conseiller membre, votre mot de la fin sur cette question, justement en parlant des droits et des devoirs de journalistes, qui doit, lui, respecter justement, tout faire pour que ses droits soient respectés et que lui également respecte ses devoirs. Vous avez bien compris que, à la fois, Harold et Guy Pierre, on est vraiment sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la qualité dans l'exercice de notre métier de journaliste. Donc nous tous, on a ce souci-là, ce souci de qualité. Et à partir de là, il va sans dire que ceux qui sont sanctionnés, je ne vais pas dire qu'ils sont les mauvais élèves, mais c'est ceux qui peut-être se comportent d'une certaine façon contre les règles établies. Et moi, je suis vraiment... nous, au niveau de la HAC, on se soucie justement d'élaguer tous les problèmes, puisque la HAC, au regard de l'ordonnance qu'il a créée, a la possibilité de faire des propositions de loi. Donc, nous, on s'est réunis, d'ailleurs, le conseiller juridique, il y travaille, pour voir justement toutes les questions querellées. Et on présentera ça à notre ministre, au ministre chargé des relations avec les institutions, qui présentera ça au niveau du Parlement, et on verra ce que ça donnera, si seulement toutes les questions querellées, et si seulement ces questions querellées, plutôt si le code de la communication ou l'ordonnance qui crée la HAC se débarrasse de toutes ces aspérités, on verra si la presse va s'améliorer. Parce qu'en fait, en fin de compte, ce n'est pas la loi. En fin de compte, c'est l'amélioration de la qualité de la presse au Gabon. Et c'est ça qui fonde véritablement la liberté de la presse. Pourquoi ils n'ont jamais été interpellés? Moi, je lis les papiers de Gabon Media Time. Davantage les papiers du Mbanja, dont Guy Pierre est le directeur de publication. Mais c'est des papiers d'une violence. Mais puisque c'est pertinent, puisque c'est vérifié, ils sont inattaquables. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais fait l'objet... Ah si, une fois, ils ont fait l'objet d'une interpellation. Mais ils s'en sont sortis parce que, justement, ils ont présenté les faits. C'est la question des 25 milliards. Je ne vais pas citer les noms des gens qui étaient impliqués dans cette affaire. Alors, monsieur le conseiller membre, nous également, pris par le temps, parce qu'il nous faut demeurer professionnels, vos vœux à la presse gabonaise dans cette célébration, justement, de cette fête. Je l'ai presque déjà dit, ce serait peut-être une redite. Il faut que la presse gabonaise se professionnalise davantage pour avoir une presse libre, pour qu'elle soit la véritable vigie de la démocratie. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je précise que vous êtes M. Abel Mimongo, conseiller membre à la haute autorité de la communication en République gabonaise. Il y avait également M. Guy-Pierre Bitegué, président de l'organisation patronale des médias, aussi au Gabon, et M. Harold Leka, directeur de publication de Gabon Media Times. On parle d'un journal en ligne, puisque le numérique également gagne du terrain dans le monde. Désormais, on parle d'un village planétaire. Merci à vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24. Et dans le cadre de cette émission, Ce qui fait débat, j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir et excellente fête à tous les journalistes du monde entier.